pas de mots pour décrire cette description de Igor et Grishka et Igor. C'est pour ça que je préférais un applaudissement immédiat, un nouveau pour lui. C'est vraiment magnifique. Faux Patrick. Et malgré tout, Patrick a oublié quelque chose. Très important. Il dit que nous avons des racines russes. Il dit que nous avons des racines autrichiennes. C'est vrai. Il a dit ça d'une manière totalement... Je n'aurais pas mieux dit que lui. Mais en revanche, maintenant, et en fait on l'a découvert là en arrivant, hein, nous avons des racines vendéennes. Et oui, c'est une révélation, ça nous est tombé dessus comme ça, d'un coup. On s'est dit, mais c'est vrai, on est vendéens, nous aussi. Donc on n'est pas seulement gascon, parce qu'on est né en Gascogne. D'ailleurs, Igor peut vous faire un petit échantillon de cet accent merveilleux qui est l'accent du sud-ouest. Mais oui, mais on n'est pas si loin que ça au fond du sud-ouest. Pas si loin. Et si nous étions des paysans gascons, on pourrait dire quelque chose comme ça. Oh, mais que parlo pour mes copes que nous parlo quand même, embremmi. L'aute cop che sono pensate l'aute costate della Lusterro et che ho bisnat un type che s'est complètement bien splendide. Bon, vous avez compris. Tout le monde a compris. Ça veut dire que la Vendée est un pays splendide. C'est ça que ça veut dire. On aurait mieux fait de l'appeler la Gascogne, mais enfin, ça s'appelle la Vendée, quoi. Bon, donc nous avons ça, maintenant on sait que nous sommes vendéens, on dit « Vive la Vendée », c'est notre prochain slogan quand on arrive à Paris. Voilà. Ça c'est pour partir, c'est le chapitre numéro 1, pour parler comme l'excellent Patrick. Alors, nous sommes ici aujourd'hui vraiment par à la fois un effet de rencontre. Les rencontres sont toujours déterminantes dans une trajectoire. C'est vrai qu'on remercie ici Jean Stone, qui est l'ambassadeur de cette rencontre avec Jean-Michel. Donc nous avons, au terme de cet élan commun, décidé de faire quelque chose, de nous rencontrer. Mais ce que je ne savais pas à l'avance, c'est la qualité de l'auditoire. Nous étions préparés pour une certaine conférence, mais là, on sent vraiment autre chose. On sent la ferveur, on sent cet étonnement dont on parlait Patrick. Mais il y a mieux que ça encore, il y a au-delà. On sent le goût de l'émerveillement. Et là, je ne plaisante pas. Ce goût de l'émerveillement, nous l'avons, Igor et moi, depuis longtemps. C'est ce qui fait qu'on chemine vers les limites, les frontières, avec parfois difficulté, parce que c'est jamais simple d'être sur les frontières. Il y a toujours un moment où il y a un franc-tireur d'en face qui vous dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Pourquoi est-ce que vous avancez aussi loin et pourquoi est-ce que vous avez pris ce chemin? Alors, il y a évidemment des résultantes de ça, ce qu'on appelle des polémiques, des débats. Nous ne sommes pas friands de ces polémiques, mais on ne les évite jamais. Et de toute façon, dès l'instant où on passe justement vers des questions dites ultimes, eh bien, le charme de ces questions ultimes, c'est de créer des réactions. Donc, nous sommes heureux de les susciter. Et nous sommes heureux de voir que finalement, ces questions, elles se situent toujours au carrefour entre deux grands courants. Ça, c'est une découverte que nous avons faite en nous retournant sur notre propre parcours. On s'est dit, mais d'où est-ce qu'on vient, justement, pour reprendre le mot de Pierre Dac, effectivement, est-ce que je suis moi? D'abord, c'est difficile, hein, pour deux jumeaux. Est-ce que je suis moi? D'ailleurs, il y a une petite anecdote, je fais juste une parenthèse, mais qui est intéressante, parce qu'on a dit à table tout à l'heure à déjeuner, mais à propos du « je suis moi », du « qui suis-je », donc le « je », vous savez que Rimbaud disait « je est un autre », c'est quand même très beau. Eh bien, il y a une belle illustration de ça à travers une petite aventure qui est arrivée à Igor. Il n'y a pas très longtemps, c'était il y a un mois à peu près, nous sommes en juillet, et je vais au Puce, à la recherche d'un vieux meuble ou d'une tapisserie, et là, je rencontre un Arabe vient vers moi, et puis me dit « C'est vous ou c'est votre frère ?» Je lui dis, mais c'est pas moi, c'est mon frère. Et là, il me dit, ah, c'est bien ce qui me semblait. Eh oui, c'est ça la gémilité. Et alors, une autre histoire qui nous est arrivée, puisqu'on était dans une émission, on va souvent dans des émissions de radio, de télévision, pour nos livres, notamment pour le dernier, dont on va vous parler dans un instant. Et il y a un des chroniqueurs de cette émission qui se dit comme ça, alors, vous êtes frères. Ça, c'est sûr, ça se voit. 2, vous êtes jumeaux. Ça se voit aussi. Et il rajoute, mais en 3, et en plus, vous êtes frères, vous êtes jumeaux, et vous avez
Alors je lui dis, mais non, je m'attends à quelque chose de très très fort. Et vous n'avez même pas le même prénom. Vous voyez, c'est ça, la grande question du « je », qui suis-je? Finalement, cette question, nous, puisque nous sommes deux et que le stade du miroir a été traversé de manière différente par nous, vous savez ce que c'est le stade du miroir? C'est le moment où on spécule, quand on a quelques mois, ça a été découvert par Freud, sur cette image que vous renvoie le miroir. Alors, qui est dans le miroir? Cette épreuve optique et en même temps psychologique, nous l'avons vécue, mais d'une manière différente, Igor et moi. Parce que, regardez, quand on se regarde, même si les différences existent, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne se regarde pas retourner dans le miroir. C'est que la symétrie miroir est brisée. Et une autre symétrie apparaît. C'est-à-dire qu'on voit un autre soi-même. Et non pas l'autre soi-même retourner dans le miroir. Ça a probablement été à l'origine de notre quête vers autre chose que savoir qui nous étions. Et ça nous a tourné vers le grand univers. Ça nous a tourné vers le monde extérieur, ça nous a tourné vers l'élucidation du mystère de la naissance de ce monde extérieur. Oui, mais alors, ça nous a tourné aussi vers une question, parce que si le miroir dont Grishka vient de parler est un miroir virtuel, au fond, parce qu'il n'existe pas dans la réalité de l'observation de soi dans le miroir quand on a 8, 9 mois, 10 mois, 1 an, cette réalité-là vous fait toucher du doigt que, bon, il y a un miroir. Mais nous, dans la mesure où nous n'avons jamais été confrontés à un miroir autre que le miroir naturel que nous offrait cette autre image de nous-mêmes, et finalement, c'est ce qui nous a peut-être donné l'idée, on en parlait l'autre jour ensemble, de passer de l'autre côté de ce miroir virtuel. Il n'y a pas, c'est pas une surface résistante et dure, non, c'est une surface conceptuelle. Alors j'en suis sûr que quand on vous dit de l'autre côté du miroir, ça vous éveille Alice au pays des merveilles. Et on se retrouve face à l'émerveillement. L'émerveillement, il vient de là. Et notre côté enfantin aussi, parce qu'on est quand même resté très enfant. Et tout à l'heure, avec il y avait des terminales, c'est pour ça qu'on est en retard d'ailleurs. On est désolé, on est arrivé en retard parce qu'on a fait beaucoup de photos. Énormément. Toutes les classes sont venues à un moment, et ils ont fait des photos avec nous. Et en fait, on se sent comme eux, en fait. Il n'y a aucune différence. D'ailleurs, on l'a dit, il n'y a pas de différence. Et cet émerveillement-là qu'eux éprouvent face à ce grand mystère, c'est exactement la même sensation que nous avons. Donc, du coup, on s'éloigne un peu du poids des institutions et on entre dans la grande verticalité qui permet évidemment ce saut au-delà du miroir. Et donc, l'émerveillement. Je vois qu'on partage les mêmes idées. Et les mêmes sensations. Et ça me fait vraiment plaisir. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez le sens de l'émerveillement, vous aussi. Alors, la première question qui nous a été posée tout à l'heure par Robert, au cours de notre déjeuner, est une question qui est à la fois fascinante et difficile. Il nous dit, vous nous parlez dans vos livres, vous nous parlez dans vos émissions, avec beaucoup de désinvolture, mais en même temps, bon, peut-être vous avez de la conviction, mais moi je ne suis pas convaincu. Vous nous parlez de ce qui a pu exister avant le Big Bang. Vous nous parlez de cette explosion primordiale, le Big Bang, ça tout le monde connaît, mais vous allez plus loin, vous nous parlez d'avant le Big Bang. Et moi, je n'y crois pas. Je ne demande qu'à être convaincu, mais finalement, est-ce que vous allez me convaincre qu'il existe quelque chose avant le Big Bang? Je ne demande qu'à être surpris, dit-il. Je ne demande qu'à être surpris, c'est-à-dire étonné, au sens que Patrick, le philosophe, vient de donner à ce mot. Je fais une citation qui peut-être déforme sa pensée, qui est beaucoup plus subtile. Mais... Donc, il demande à être convaincu qu'il existe quelque chose avant le Big Bang. Alors, on va commencer par le commencement, parce qu'après tout, nous sommes déjà au cœur de notre livre, qui s'appelle « Le mystère des satellites Planck ». Et nous sommes bientôt, vous allez le voir, au carrefour de ces deux grands courants dont j'ai parlé tout à l'heure, le courant scientifique, la science, et puis le courant, on va dire, idéaliste pour parler comme les philosophes, mais spirituel pour parler comme les religieux. Et il y a bien une convergence entre les deux, et Monseigneur Jean Stone ne me démentira pas. Enfin, je parle sous sa bénédiction. Donc, mais il est les deux, c'est-à-dire qu'il est à la fois... Évidemment, à la recherche de la révélation, comme nous tous, il a peut-être trouvé des lumières que d'autres cherchent encore, mais il a surtout cet esprit rationnel, cette démarche scientifique
Et pour avoir longuement parlé avec lui dans les domaines pas seulement de la science de l'infiniment petit ou de l'infiniment grand, mais de toutes les sciences, on sait qu'il va très loin. Donc, grande question. Et pour commencer, comme je le disais par le commencement, puisqu'on parle du Big Bang, qu'est-ce que le Big Bang? Ça, c'est la première question qu'on va se poser d'une manière toute simple, et à laquelle, heureusement, beaucoup de scientifiques, depuis les années 40, et même un petit peu plus tôt, ont répondu. Alors, c'est quoi le Big Bang? Le Big Bang, c'est quelque chose de très, très, très mystérieux, mais d'extraordinairement aujourd'hui exploré, et relativement bien connu, qui s'est produit, et on le sait d'une manière très exacte en termes de chiffres, il y a 13 milliards et 820 millions d'années. Alors, ça va vous paraître étonnant, encore une fois, étonnant que je donne un chiffre aussi précis. D'où vient ce chiffre? Il vient en fait d'une observation, elle est toute récente. Hein, il y a quelques mois, on pensait que le chiffre était différent. Maintenant, on sait de manière précise que c'est 13 milliards et 820 millions d'années. Pourquoi? Parce qu'un satellite astronomique qui s'appelle le satellite Planck, qui a été lancé par des Européens, à l'initiative d'un Français qu'on connaît très bien, c'est Jean-Michel Lamarre, et ce satellite, lancé le 14 mai 2009, explore pendant 4 ans les limites de l'univers, la frontière, les lointains, les choses les plus lointaines dans l'univers. Mais là, je pense, juste faire une parenthèse, c'est que je pense que vous avez tous en tête les raisons pour lesquelles le satellite, lorsqu'il observe, comme le dit Grishka, les régions les plus lointaines de l'univers, vous établissez tout de suite l'équivalence entre le fait que lorsqu'il regarde loin, il regarde en même temps très tôt dans l'histoire de l'univers. Et en 2 mots, tout simplement parce que il est sensible, comme nous le sommes, comme vous l'êtes, à un phénomène auquel nous sommes tous soumis, qui est tout simplement la limite de la vitesse de la lumière. Lorsque vous regardez le Soleil, vous le voyez tel qu'il était il y a 8 minutes, parce que le Soleil est à 150 millions de kilomètres de la Terre. Lorsque vous observez une étoile voisine, comme Alpha du Centaure, c'est un système triple de 3 étoiles, ce système, lui, est beaucoup plus loin. Alors vous le voyez tel qu'il était il y a 4 années et 3 mois. Et lorsque vous allez au bout de la galaxie, par exemple, ben vous voyez les étoiles les plus lointaines qui sont en périphérie, dans les bras les plus éloignés de notre système solaire. Et bien là, vous le voyez tel qu'il était il y a à peu près 80 000 ans. Bon, ça veut dire que plus on recule notre champ d'investigation, plus on observe loin, plus on observe tôt. Plus on observe tôt. Ce qui veut dire que quand on va chercher l'horizon, on tombe sur quoi? Sur la toute première lumière émise par l'univers. Cette lumière, elle a été émise juste 380 000 ans après le Big Bang. 380 000 ans. Le chiffre est maintenant, c'est même 379 000. Hein, à 1000 ans près. On est d'accord là-dessus. C'est quand même extraordinaire parce qu'on sait qu'en l'an 380 000, c'est à peu près finalement la distance qui nous sépare de l'homme de Cro-Magnon, c'est pas si loin. Hein. En l'an 380 000 apparaît cette espèce de bouillonnement de photons primordiaux que nous observons aujourd'hui grâce à ce fameux satellite. Mais vous pouvez d'ailleurs, c'est une expérience que je vous encourage à faire dès ce soir, sous le contrôle de Patrick. On verra. Mais sérieusement, c'est une expérience assez amusante. Vous mettez votre téléviseur hors piste, c'est-à-dire hors channel, hors chaîne. Et là, vous avez ce qu'on appelle la neige. Hein, c'est des petits points qui scintillent sur l'écran. Et bien, ces petits points-ci qui scintillent sur l'écran, sachez que à peu près 1 sur 10, 10%, sont des photons cosmologiques, c'est-à-dire des photons qui viennent de cet écho lointain du Big Bang. C'est assez émouvant de penser que là, sur des écrans, on peut recueillir ça. Et c'est ce même flot de photons qu'en 1965,
deux jeunes gens, ils avaient 28, 29 ans, deux jeunes Américains, ils s'appelaient Penzas et Wilson, perdus dans le New Jersey, alors qu'ils étaient là pour calibrer les communications entre la Terre et un satellite que vous connaissez. Vous le connaissez bien parce qu'on en a beaucoup parlé dans les années 60, il s'appelait Telstar. Ça vous dit quelque chose? Telstar, c'était le premier satellite qui était destiné à relayer le signal télévisé dans le monde entier. À l'époque, il y avait des télévisions avant les années 60, dans la fin des années 50, il y avait des télévisions locales, si on peut dire, mais pas globales, pas mondiales. Eh bien, le signal devait être relayé par un satellite. Et ce satellite, il fallait le régler. Et ces deux jeunes gens étaient là pour régler le satellite. Et puis, finalement, ils étaient là, employés par la compagnie de téléphone Bell. Ils ont recueilli un bruit bizarre qu'ils n'arrivaient pas à interpréter, qui était une espèce de parasite. Un bruit qui correspondait à une température, qui plus est, de l'ordre de 2 degrés et quelque chose au-dessus du zéro absolu. Très mystérieux. Ils ont pensé que ça pouvait être lié à la ville d'à côté, Holmdale, qui est une petite ville de quelques milliers d'habitants, mais ils se sont dit peut-être que c'était la pollution électromagnétique. Non, ce n'était pas ça finalement, parce que quand on orientait l'antenne, ils avaient une grande antenne dans toutes les directions, on avait toujours ce bruit. Ils ont pensé même que c'était, Igor peut le dire, un nid de pigeon. Et en effet, ils ont chassé un nid de pigeons, ils sont montés sur des poutrelles parce que c'était un petit peu compliqué. On a parlé avec Robert Wilson, qui a eu le prix Nobel en 1978 pour sa découverte. On a parlé très très longuement avec lui. Il nous a raconté le jour où, comme il dit, en chassant les pigeons d'une des poutrelles qui constituait la structure de cette fameuse antenne, j'ai failli tomber. Et ma carrière se serait arrêtée au sol parce qu'il était quand même à 15 mètres de haut. Finalement, lorsqu'ils reviennent dans leur cabane, qui est une cabane en bois, qui ressemble un petit peu à une cabane de trappeur, qu'ils font les analyses, eh bien le fameux bruit dont parlait Gaschka est toujours là. Impossible de s'en débarrasser. Pourquoi? Parce que ce bruit ne venait pas de la Terre. Ce bruit ne venait même pas des étoiles. Ils ont fait des expériences pour savoir si ça venait de la galaxie elle-même. La galaxie, vous savez, ça veut dire Voie lactée en grec. Eh bien non, ça ne venait pas de la galaxie, ça venait d'encore plus loin. Et c'est encore plus loin, qu'est-ce que c'est? C'est encore une fois la frontière de l'univers. C'est un bruit qui était tout simplement l'écho du Big Bang. Et en 1965, la découverte éclate dans le monde, fait en quelques jours le tour du monde. C'est d'abord le New York Times qui s'en empare, et puis ensuite tous les journaux américains, puis de proche en proche en Europe, en Russie, partout. La nouvelle éclate. Le monde a une origine parce qu'on a entendu l'écho de cette origine. Et en 1978, donc, ils vont être consacrés par le prix Nobel. Il raconte toute cette histoire de manière assez détaillée dans la préface qu'il a fait, donc je parle de Wilson, un des deux découvreurs, des deux prix Nobel, qu'il a fait à notre du précédent livre qui s'appelle « Le visage de Dieu », expression qui n'est pas de nous, mais qui est aussi d'un grand physicien et théoricien, physicien expérimentaliste aussi d'ailleurs, qui a eu le prix Nobel, lui, en 2006, pour avoir photographié ce premier écho. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que l'écho, on l'entend, mais jusqu'à présent, on ne l'avait pas encore vu. Et voilà qu'en 1992, grâce à un satellite qui est de la même génération, plutôt du même esprit, mais d'une génération précédente de celui dont on parle maintenant, qui est le satellite Planck, on photographie cette première lumière. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette première lumière? D'abord, cette chose étonnante qui est le visage du bébé univers. On voit un univers bébé, un univers qui a à peine 380 000 ans. C'est une fraction de son âge actuel. Ça, c'est une première chose. Mais d'autre part, on y voit des détails et on y voit l'image d'un ordre, l'image d'une harmonie, l'image de quelque chose qui n'est pas lié au hasard. D'ailleurs, on fait des analyses à cette époque, et un grand mathématicien russe qui s'appelle Kolmogorov est en quelque sorte convié à analyser, et il voit dans cette image ce qu'on appelle l'expression d'une complexité qui ne doit rien au hasard. Donc c'est pas au hasard. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'en 1992, en avril 1992, ce personnage qui s'appelle George Smoot présente ses photos et dit « Regardez ce que nous avons découvert au bout de notre satellite », il est saisi d'une telle émotion face à cet ordre inouï qui se dégage de cette image. Il le dit d'ailleurs, de ce point de vue-là, je me rends compte, dit-il en voyant ces images, que l'univers n'est pas né d'un accident cosmique. Il emploie ce mot, et il dit, c'est tellement beau, c'est tellement émouvant que c'est comme
voir le visage de Dieu. Alors là, évidemment, l'expression fait fortune, elle tourne au moins 7 fois autour de la Terre, elle lui vaut quelques ennuis, parce que quand même un scientifique ne peut pas se laisser aller comme ça à des débordements. Donc il est un petit peu réprimandé par la communauté scientifique, mais en même temps, l'image dit bien ce qu'elle veut dire. Il nous l'a dit d'ailleurs. Il dit, si je devais, il nous a écrit il y a quelques années, il y a 2 ans, si je devais retraduire à nouveau, je pense que quand même j'utiliserais la même phrase. Parce qu'elle traduit vraiment ce que j'avais envie de dire à cette époque-là, à ce moment-là, face à ce qui est quand même très mystérieux. Alors, où en sommes-nous là avec ça? Nous en sommes en l'an 380 000. Donc on n'est pas encore au Big Bang. On est à ce moment très particulier qui est un flot de photons qui s'échappe de l'univers primordial à cette époque et qui voyage jusqu'à nous. Alors maintenant, l'univers à cette époque, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas encore la moindre trace de matière organisée à cette époque. Ou enfin quelques tout petits linéaments de matière. Mais il n'y a pas encore de matière. Il n'y a évidemment pas de planète, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas d'amas planétaire ou de galaxies ou quoi que ce soit. Il n'y a rien de ce genre-là. Il n'y a que ce qu'on appelle un plasma chaud. 3000 degrés. 3000 degrés, comme un gaz. Et ce gaz, il contient quoi? Essentiellement, des atomes d'hydrogène. Il y a quelques autres éléments légers, un petit peu d'hélium, un petit peu de deutérium, des choses comme ça, mais ce sont des éléments légers, essentiellement. Alors, pourquoi est-ce que les photons... Là, on va faire un peu de physique, mais en fait, si je me trompe, Patrick va me corriger, ou Jean. Mais en fait, c'est très simple ce qui s'est passé. Alors, je vais vous dire ça en 2 temps. Comme ça, vous allez suivre. Et en même temps, vous allez de nouveau retrouver l'émerveillement. Hein. Regardez cette eau, là. Voilà, il y a de l'eau. Alors, dans l'eau, en Vendée, quand même, parce que maintenant je suis vendéen, donc je revendique le partage de la connaissance. Dans l'eau, quelle est la formule de l'eau? Voilà, ça. Je ne sais pas, enfin, je ne peux pas dire mieux. CH2O. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'hydrogène. L'hydrogène est un corps qui est très très abondant dans l'univers. Vous savez que c'est plus de 95%. 70% d'hydrogène, voilà. Et puis alors, le reste est en hélium. Ça fait quand même 80%. Voilà. D'éléments légers. D'éléments légers, c'est 99%. Voilà. Mais cette eau qui contient de l'hydrogène contient quelque chose. C'est un atome. L'atome d'hydrogène est l'atome le plus simple. Il n'y a même pas de neutrons. Vous savez, vous connaissez. Il y a 3 familles essentielles dans les particules élémentaires de base. Le proton, le neutron et l'électron. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, on a la base de ce qu'était l'atome justement de Bohr et même un petit peu avant lui. Les premiers physiciens ont découvert ça et ils se sont dit ça correspond un petit peu comme un petit système solaire en réduction. Maintenant, l'atome d'hydrogène, il est encore plus simple puisqu'il n'a même pas de neutrons. Il y a juste un proton et juste un électron qui tourne autour. H égale 1. Hein, vous connaissez la formule, évidemment. Pour vous qui êtes des ingénieurs, des chercheurs, pas pour certains d'entre eux, j'imagine, en tout cas des enseignants, des capitaines d'industrie, des capitaines tout court peut-être, aussi des chevaliers, allez, des chevaliers de la Vendée. Ben oui, mais absolument, j'ai l'impression d'être dans une... Il y avait dans ces grands châteaux féodaux, un petit peu comme celui dans lequel nous avons déjeuné aujourd'hui, dans ces grands châteaux féodaux, il y avait les assemblées des barons. Et parfois, il y avait donc 2 seigneurs venus d'ailleurs, ou peut-être même 2 malheureux comme nous, qui venaient d'ailleurs et qui étaient soumis au regard des barons. C'est un petit peu la sensation qu'on a. Donc c'est à la fois un honneur et en même temps on est très intimidé. Sachant évidemment que vous avez le droit de nous faire avouer. Et de nous poser toutes les questions. D'ailleurs tout à l'heure, si vous avez des questions, et il y en aura certainement, n'hésitez surtout pas à nous les poser. Elles nous rendent peut-être plus humbles parce qu'on s'est dit, tiens, en fait, je n'avais pas pensé à ça. Donc, et d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a une autre qualité chez les scientifiques, c'est d'être très, très humble et de rester toujours très en dessous. C'est la raison pour laquelle, là, je vais être sérieux. Avant de continuer,
sur l'exploration de cette bouteille, avant de taper dans la bouteille, au fond, c'est ça, hein. Je vais être sérieux en disant qu'on est tous quelque part à égalité de savoir. Tous. Parce qu'on est tous à égalité d'émerveillement, comme je disais tout à l'heure. Et très franchement, sur ces grandes questions-là, à un moment, les scientifiques butent. Ils ont un tout petit peu de savoir empilé sur des choses. Mais qu'est-ce qui compte, en définitive? C'est comme le disait Einstein, ce n'est pas les connaissances en science. Il a dit très justement. Il a une très belle phrase. Il dit, ce qui compte en science, ce ne sont pas les connaissances, c'est l'imagination qui va ensuite susciter d'autres connaissances. Et je pense que de ce point de vue-là, nous sommes tous à égalité. Et d'autant plus à égalité que les choses profondes sont toujours des choses simples et des choses qu'on peut partager, qu'on doit partager. C'est pour ça que cette démocratie que nous poursuivons de temps en temps à la télévision, enfin, partage du savoir, nous paraît essentielle. C'est pas seulement parce que c'est un facteur de croissance pour une collectivité, c'est parce que c'est tout simplement ce qu'il y a de plus noble et de plus profond en nous. Donc, ça nous oblige à l'humilité. Donc tout ce que je dis là, à propos de... Ce sont des choses qui, à un moment, doivent être réfutées. D'ailleurs, c'est même le test profond de la science. Une réalité n'est scientifique que si elle est contestable, si elle est réfutable. C'est ce que dit Popper. Popper, qui est un grand philosophe des sciences. Donc nous ne demandons qu'à être réfutés. Et d'ailleurs, il faut même être modeste dans cette demande. On doit toujours être un petit peu en retrait. Je reviens donc sur la bouteille. Il y a des atomes d'hydrogène dans cette bouteille, et en même temps, donc, quand on va chercher cet atome si simple, il est composé au départ de quelque chose qui est 1835 fois plus lourd que l'électron qui tourne autour. D'ailleurs, déjà, ça, c'est un miracle. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un miracle. Parce que s'il avait été 1837 fois plus lourd, l'électron ne pourrait pas graviter. Et s'il avait été 1833 fois seulement plus lourd, l'électron se serait échappé. À tout jamais. Non, il a été 1835 fois. Déjà, réfléchissons à ça. Il y a aussi une force qui est sous-jacente à la force atomique, enfin qui l'entoure, qui est la force électromagnétique, qui est réglée par une constante qu'on appelle la constante de structure fine, découverte systématiquement traqué par un immense physicien qui s'appelait Sommerfeld, qui est celui qui, en Allemagne, a eu le plus grand nombre de prix Nobel comme élève, sans avoir eu d'ailleurs jamais le prix Nobel lui-même. Et Sommerfeld, ami très proche d'Einstein, a découvert cette constante qui a fait dire au plus grand pédagogue de la physique théorique, vivant en deuxième moitié du XXe siècle, qui s'appelait Feynman. Et pourtant, c'est un... Je sais ce qu'il va dire, c'est pour ça que je m'émerveille et je viens reprendre... Non, mais je viens reprendre surtout sa parole au vol, parce que c'est quand même étonnant qu'un Richard Feynman, c'est quand même quelqu'un d'extraordinaire, c'est un géant de la physique théorique. Prix Nobel. Prix Nobel, bien entendu. Il a régné sur des générations d'étudiants. C'était peut-être, comme le dit Greshka, le plus grand transmetteur de savoir, le plus grand pédagogue de la physique théorique. Pour vous donner une image, certains des élèves, pour l'honorer, venaient à ses cours à genoux. Donc il traversait toute la cour et il s'installait à genoux pour montrer à quel point... Le grand Richard Feynman était immense. Et lorsqu'il observe la constante de structure fine, lorsqu'il observe le fabuleux réglage qui, d'une certaine manière, soumet la réalité à ce qu'elle est, eh bien, il dit, cette constante, je ne peux pas me résoudre à dire cela autrement, c'est comme si elle avait été tracée de la main même de Dieu. C'est ce qu'il dit. Il dit ça. C'est un physicien théoricien de tout premier plan qui dit ça, un prix Nobel. Donc il va très loin, comme vous le voyez. Et il nous parle de quoi? Il nous parle de structure mathématique qui a émergé donc très tôt. Et je vais vous donner cette image, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'atome d'hydrogène et de son noyau, donc on appelle donc le proton. Figurez-vous que tous les noyaux d'atomes d'hydrogène sont apparus et ont été fabriqués dans les 60 premières secondes de vie de l'univers et plus jamais après. Les 60 premières secondes. Donc,
Vous avez ici une relique. C'est concret de l'eau, hein, mais vous pouvez aussi en mettre dans le vin d'ailleurs, si vous voulez. Et même, vous pouvez prendre du vin tout seul, parce qu'il y a aussi de l'hydrogène dans le vin. Eh bien, c'est quand même extraordinaire de penser que là-dedans, il y a des atomes dont les noyaux ont été fabriqués à cette époque-là, c'est-à-dire dans les 60 premières secondes de vie de l'univers et plus jamais après. C'est pas du tout la même chose pour les éléments lourds, qui eux sont fabriqués dans le cœur des étoiles. Ça a été découvert par Fred Hoyle, beaucoup plus tard. Mais là, voilà, on a quelque chose qui doit nous intriguer et qui doit nous émerveiller. Parce que si on parle d'une fabrication en 60 secondes de tous les éléments, enfin de tous les éléments légers, de tous les atomes, plutôt de tous les éléments qui sont au principe de la fabrication des atomes d'hydrogène, en 60 secondes, c'est extraordinaire. Ça nous donne d'ailleurs, par rebond, le secret de la libération de la première lumière. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé en l'an 380 000? Là, je parle d'un four cosmique qui est très chaud. Quand on parle de la température de Planck, je vais vous donner cette température. C'est une température vraiment très, très, très élevée. 10 puissance 32 degrés. Ça correspond à 100 000 milliards de milliards de milliards de degrés. Vous savez que 10 puissance 9, c'est 1 milliard. 10 puissance 18, c'est 1 milliard de milliards. 10 puissance 27, c'est 1 milliard de milliards de milliards. Et pour aller jusqu'à 32, il faut rajouter encore 5 zéros. Donc 100 000 milliards de milliards de milliards de degrés. Et c'est un chiffre précis qu'on connaît, qui est exactement déterminé par ce qu'on appelle la constante de Planck. Ah, encore une constante qui est là, dont je pourrais donner le chiffre. Donc, un réglage absolument phénoménal, qui permet donc à ce four cosmique de fabriquer au bon moment, 60 secondes, jusqu'à ce que la température chute au-dessous d'un seuil critique, au-dessous du milliard de degrés, et alors après, à partir de là, eh bien, on ne peut plus fabriquer d'atomes. Le moindre proton, c'est-à-dire le moindre noyau d'atome d'hydrogène. Et les photons, qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps-là? Ils dansent autour, puisque les photons naissent en même temps, ils dansent autour de ces noyaux, mais ils perturbent tout, parce que les électrons qui voudraient s'en approcher, ils sont éjectés en permanence dans cette espèce de bain très chaud à des milliards de degrés, jusqu'à ce qu'on arrive à 3000 degrés. Et quand on descend à 3000 degrés, là encore c'est une question de température, vous voyez que finalement toute une question de four, de température. Donc celles qui font des bons gâteaux, elles savent pourquoi. Il faut régler son four correctement. Le four cosmique, il est très très bien réglé. Parce que, à 3000 degrés, il se passe un phénomène tout à fait naturel, finalement, quand on le comprend maintenant, vu d'ici. Il se passe que c'est suffisamment froid pour que les photons cessent de s'agiter dans tous les sens et éjectent les électrons. Donc les fameux électrons dont je parlais tout à l'heure, ils vont finir par se mettre en rotation, ils vont finir par s'accoupler aux protons. Et donc créer comme ça les premiers atomes d'hydrogène, alors qu'on était avec seulement des noyaux au départ. Il a fallu 380 000 ans. Mais regardez les chiffres, comme ils sont étonnants. 60 secondes pour fabriquer les noyaux, 380 000 ans pour fabriquer des atomes. Ça paraît... C'est comme s'il y avait une espèce de dessin, le mot est peut-être trompeur, mais en tout cas une image très précise. Et en fait, c'est pas comme si. Les choses sont très précises. Elles ne peuvent se produire que... Car, pourquoi est-ce qu'il y a une première lumière? Parce qu'à partir du moment où les électrons se mettent en rotation autour du noyau et fabriquent donc des atomes d'hydrogène, à ce moment-là, c'est la liberté pour les photons. Et les photons vont entamer leur long voyage, qui va durer à notre échelle des milliards d'années, jusqu'à ce qu'ils viennent jusque chez nous. Sachez que ces photons cosmologiques, ils flottent en ce moment même dans cette pièce. On ne les voit pas, on ne les sent pas, mais ils sont là. D'ailleurs, ils sont beaucoup plus nombreux que les photons ordinaires. Alors, il y a des photons ordinaires, ce sont ceux qui nous viennent de ces lampes, qui sont là. Simplement, ils sont environnés de ces photons cosmologiques que vous ne verrez jamais, mais que les fameuses antennes, comme celles qui se trouvent dans le New Jersey, ont pu capter. Et puis les satellites cosmologiques, comme le satellite Planck, ont pu photographier. Ça nous ramène à ce moment si mystérieux qui est celui du Big Bang. Puisqu'on est dans les premiers instants.
Qu'est-ce que vous avez vu dans ces premiers instants? Vous voyez des grandes constantes. On parle de la constante de Planck, puisqu'on est à la longueur de Planck. Figurez-vous quand même, je vais quand même rajouter un petit élément, pour ceux qui vont m'interroger tout à l'heure, un petit élément même important. Vous savez que l'univers est en expansion. Vous savez que depuis tout à l'heure, là, nous nous sommes rencontrés il y a une demi-heure à peu près, 3/4 d'heure, l'univers a grandi de milliards de mètres cubes, kilomètres cubes. Il est beaucoup plus grand, déjà, parce qu'il s'échappe hors de lui-même, si on peut dire, à toute vitesse, et même avec une accélération qu'on appelle l'énergie noire. Eh bien, quand on rembobine ce film cosmique à l'envers, on va se trouver avec un univers de plus en plus petit. À un moment, l'univers, toute première seconde, il était grand comme cet amphithéâtre. C'est-à-dire son rayon caractéristique, ce qu'on appelle l'horizon observable, c'était ça. Et puis on descend en dessous, à la première seconde, les calculs montrent, et on a découvert d'ailleurs justement dans l'ouvrage remarquable de Trinxian Tuan, donc publié en 87, je crois, l'univers est grand comme une pomme ou comme une orange. Donc il est vraiment très petit. Et puis quand on descend encore au-dessous, de la première seconde, on tombe vers un petit pois, puis vers une tête d'épingle, puis vers toute petite particule élémentaire, encore plus petite que toutes les particules élémentaires, puisqu'en fait, on sait qu'au moment caractéristique du Big Bang, à 10 puissance moins 43 secondes, ça c'est le temps de Planck, qui est le temps ultime, eh bien, l'univers était pas plus grand qu'une particule qui elle-même serait, ou aurait été, ou est plus petite, 1 milliard de fois plus petite que le noyau de l'atome d'hydrogène dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est quand même vertigineux, parce que ça veut dire qu'à cette époque-là, l'univers est une espèce de toute petite chose, minuscule, infinitésimale, inimaginable d'ailleurs, mais cette petite chose-là, elle est dotée d'une énergie absolument colossale. D'abord, il faut dire qu'elle a un poids, et que ce poids a été calculé. Et qu'aujourd'hui, donc, on sait que l'univers, au moment où il apparaît à la longueur de Planck, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans les laboratoires la particule de Planck, elle pèse 20 microgrammes. C'est-à-dire, c'est un tout petit grain de poussière. Mais elle a quand même un poids. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'on se dit, mais comment se fait-il que cet univers qui contient en germe ce qu'il deviendra beaucoup plus tard, il ne pèse à cette époque-là que 20 microgrammes. Eh bien, vous allez comprendre, en fait, ce n'est pas moi ni Grishka qui sont en mesure de donner la réponse. C'est Einstein et la théorie de la relativité. Et la fameuse équation que vous connaissez, évidemment, E égale mc carré. Parce qu'à cette époque-là, donc, E égale m, ça veut dire l'énergie, égale m, c'est la masse, ou la matière, comme vous voulez. Eh bien, à cette époque-là, l'univers, il est tout petit, il a un poids de 20 microgrammes. Pourquoi? Parce qu'il a une énergie colossale. Cette énergie, c'est 10 puissance 19 gigaélectronvolts. Bon, mais à une toute petite échelle. Toute petite échelle, énergie colossale. C'est ce qui fait dire d'ailleurs, au dictionnaire, on regarde AB, Big Bang, on feuillette divers dictionnaires. On va retrouver à peu près la même définition un peu partout. Big Bang, déferlement d'énergie dans le vide primordial. Alors, grande question maintenant, qui va nous ramener vers Robert. Énergie primordiale. Avec, on l'a dit tout à l'heure, des grandes constantes qui règlent le déferlement de cette énergie. Constante de Planck, constante de structure fine, la vitesse de la lumière qui est bien entendu déjà là, la constante de gravitation. Toutes ces grandes constantes sont déjà là, et même des nombres purs, comme le nombre pi, par exemple. On sait très bien qu'il y a des entités sphériques à cette époque-là, et même hypersphériques. 3 dimensions, c'est une sphère à 3 dimensions, c'est comme un ballon, mais qui aurait une dimension de plus. Eh bien, en fait, tout ça, tous ces chiffres, toutes ces lois, elles sont déjà là. Grande question. Il y en a 2. Et quand on est un physicien, un théoricien, et a fortiori quand on est un mathématicien, on ne peut pas ne pas se poser ces questions-là. 1. D'où vient cette énergie? D'où vient l'énergie du Big Bang? Puisqu'on connaît bien le Big Bang aujourd'hui, d'où vient-elle? 2. Comment se fait-il que cette énergie se libère de manière tellement ordonnée qu'elle peut fabriquer en 60 secondes les éléments fondamentaux et les plus abondants dans l'univers? 2 grandes questions. Bien entendu,
quand nous avons posé cette question autour de nous, en 90, juste au moment où nous avons été au bout de notre livre avec Jean Guiton, Dieu et la science, c'est là qu'intervient un épisode fondamental pour nous, parce que nous rencontrons Jean Guiton, nous sommes à la télévision à l'époque. Vous vous souvenez de Temps X? Bienvenue dans la quatrième dimension. Ben, on y est un peu, hein, quelque part, parce que la quatrième dimension, c'est le temps. Ben, en fait, au moment où nous avons finalement révélé à nous-mêmes l'importance des questions posées à ce philosophe immense qui était Jean Guiton, héritier, dernier héritier à l'époque vivant de Bergson, qui lui-même s'était posé des tas de questions qu'il avait posées à Einstein en particulier. Vous savez qu'Einstein, c'est une parenthèse, hein, mais Einstein, qui était quand même en 1921 couronné par le prix Nobel qu'il a reçu physiquement en 1922, parce qu'en 1921 il était au Japon, Einstein est une statue vivante, c'est un monument. Et ce monument de la physique, il fait deux choses sur lesquelles je vais juste faire une petite parenthèse. La première, c'est qu'en 1922, il est professeur à l'université de Berlin. Et là, il rencontre, après un de ses cours, une élève en doctorat qui s'appelle Esther Salaman. Et elle va lui poser une question. Et oui, elle est impressionnée parce qu'elle est pour la première fois en face à 1 mètre de son maître, auquel elle n'a jamais parlé. Mais depuis de nombreux mois, elle l'écoute dans les conférences. Elle est de plus en plus intéressée par la pensée même d'Einstein et elle est fascinée par son rapport, si on peut dire, à la description de l'univers. Et elle vient vers lui et elle lui demande, Maître, qu'est-ce que vous cherchez dans vos équations? Et il répond, je ne suis pas intéressé par les détails de la matière. Ce que je veux comprendre, c'est comment Dieu a créé l'univers. Et il rajoute, ce que je veux connaître, c'est la pensée de Dieu. La pensée de Dieu. C'est pour ça que nous avons donné ce titre à l'un de nos ouvrages, la pensée de Dieu. Et Einstein, en 1922, donc, un petit peu avant d'avoir le prix Nobel, il commence à être invité un petit peu partout. Mais un des pays pour lesquels il y a une résistance, c'est la France. Étrangement, il aurait dû venir en Vendée, d'ailleurs, en premier, à mon avis, parce qu'il aurait été mieux reçu. Il aurait été bien reçu ici, alors qu'à Paris, il a été très mal reçu, à tel point que lorsque Langevin, son ami de toujours, Langevin qui, comme vous savez, était le compagnon de Marie Curie, donc vous voyez le niveau dans lequel on se place, Langevin, donc en 1922, l'invite et lui dit « mais viens parler à l'Académie des sciences ». Et l'Académie des sciences répond. Si c'est Einstein, parce que c'est Einstein, on voit bien qu'il y a quelque chose d'extraordinairement méprisant là-dedans, si c'est Einstein met le pied dans l'hémicycle, eh bien, nous quittons la salle. C'est ce qui s'est passé. Et c'est la raison pour laquelle Einstein n'a jamais été reçu à l'Académie des sciences. Oui, parce que Langevin vient le voir, très ennuyé, et il dit, écoute, il faut renoncer. Tous nos collègues sont hostiles, ils ne veulent pas malheureusement t'accueillir dans l'hémicycle, donc on va trouver autre chose. Et cette autre chose, ça a été en fait de créer un espèce de face-à-face au Collège de France avec Bergson. Et voilà, c'est la boucle par rapport à Bergson dont j'ai parlé tout à l'heure. Puisque Bergson a été celui qui a accueilli Einstein en France, qui lui a posé toutes les questions possibles et imaginables. Einstein a répondu autant qu'il le pouvait. Bergson est le maître à penser de Jean Guiton, avec 3 autres philosophes, Yankelevitch, Jacques Maritain, et puis quelqu'un d'autre qu'on a eu l'honneur de connaître. Et Jean Guiton nous a montré cette lettre dont il était très fier, puisqu'il était à la fois l'héritier spirituel, mais aussi il a recueilli énormément de biens matériels de la part de Bergson. Il nous a montré une lettre tracée de la main d'Einstein, dans laquelle Einstein remercie Bergson pour les conversations éclairantes qu'il a eu l'honneur d'échanger avec lui. Et on voit la signature d'Einstein à la fin. Merveilleux moment pour nous, quand on a découvert ça en 1990. Mais ça nous a donné des ailes, en quelque sorte, le courage de poser la question autour de nous, puisque finalement, lorsque Jean Guiton, en 1991, après la publication du livre, nous demande, mais finalement, d'où ça vient cette énergie du Big Bang dont nous avons parlé? On en a beaucoup parlé dans notre livre, mais d'où ça vient? On pose la question comme ça.
Et nous, finalement, on est pris de court. À l'époque, on n'avait pas encore réfléchi vraiment à la question, on est pris de court. Un peu comme... on demandait à être convaincu, un peu comme Robert, parce que j'oublie pas Robert, hein. C'est un long tour d'horizon, mais on va revenir à la question qu'il pose. Eh bien, à cette époque-là, on n'avait pas la réponse. Et on se tourne vers les scientifiques de l'époque et on leur demande, mais finalement, cette énergie-là dont tout le monde parle, le Big Bang, d'où ça vient? Les scientifiques nous recevaient avec une espèce de condescendance aimable, en nous disant mais vous savez, ils parlaient tous comme ça, vous savez, cette question est absurde. Ça n'a pas de sens de se poser la question de ce qui s'est passé avant le Big Bang. Écoutez, c'est comme si vous demandiez, d'une certaine façon, est-ce qu'il existe un point qui serait situé à 1 kilomètre au nord du pôle Nord? 1 kilomètre au nord du pôle Nord. Voilà. Ça, on l'a entendu au moins 3 fois. Donc, on s'est dit, bon, il y a un problème là, je ne pense pas qu'on aura la réponse. C'était pas seulement vrai en France, mais aussi aux États-Unis. On s'est tourné vers des sommités, et à chaque fois, on faisait la même réponse. This question is absolutely unsolvable and absurd. Ça veut dire que cette question est insoluble et absurde, donc ne la posez pas. Donc on a vu qu'on touchait une zone interdite. Et c'est à ce moment-là qu'on décide de raccrocher nos fameuses combinaisons brillantes, vous les connaissez. Et c'est ça, les combinaisons vive la 4e dimension, parce que c'était vraiment ça qui nous portait à l'époque. On était dans ce rêve-là de la conquête. Mais on avait un sommet à conquérir en plus, qui était celui de cette connaissance d'où vient l'énergie du Big Bang. Et là, on n'avait pas la réponse autour de nous. On ne pouvait pas inviter les scientifiques pour nous dire, ben voilà, ça y est, c'est comme ça. Donc, on s'est dit, ben, on va essayer de voir, avec humilité, hein, encore une fois, nous-mêmes, ce qui peut se passer là-bas. Et c'est la raison pour laquelle on a raccroché donc le clou nos combinaisons. Mais regardez, j'ai encore les chaussures, hein, je vous montre. Là. Elles sont là, ce sont les mêmes. Hein. Vous voyez comme ça traverse le temps. Oui, elles sont indestructibles. Indestructibles. Elles sont d'un matériau très particulier, je vous en prie, pour les industriels intéressés. Bon, donc, à cette époque-là, on s'inscrit donc en 91 en thèse de doctorat, et on commence une longue traversée. Alors ça a pris du temps, ça a pris beaucoup de temps. Il a fallu, d'abord on s'est inscrit au Centre d'études nucléaires de l'Université de Bordeaux, pour réapprendre un peu la physique, pendant 2 ans, sous la direction d'un ancien élève de Joliot-Curie, quand même, quelqu'un de vraiment très compétent en physique. Et on s'est transformé, on n'était plus du tout de temps X, hein, absolument, on avait tourné complètement la page, oublié ça, et on s'était mis donc dans le rang des étudiants. Et petit à petit, on est entré vraiment dans ce rôle. En 93, on rencontre une sommité que tu connais, Jean, qui est André Lichner-Ovitz, un des plus grands mathématiciens français, de la seconde moitié du XXe siècle, élève de Cartan, et en même temps d'ailleurs héritier d'Einstein pour certains de ses travaux, et qui nous dit, ben, finalement, vos thèses sont passionnantes, cette grande question que vous soulevez sur l'avant-Big Bang, c'est fascinant, mais vous n'arriverez pas à trouver des questions si vous êtes simplement dans la physique d'aujourd'hui. Il faut que vous alliez chercher des réponses dans les mathématiques. Donc vous allez prendre un chemin différent, et vous allez aller vers plus de mathématiques. Ce qui explique que l'un des élèves de Lichner-Ovitz, qui s'appelle Flatto, nous accueille dans son laboratoire qu'il avait créé, qui est un laboratoire de physique mathématique. Flatto est un immense mathématicien à l'époque, membre du comité Nobel, enfin c'est quelqu'un de très important, je pense que tu as dû le rencontrer. Et Flatto, créateur d'ailleurs de la première revue aujourd'hui au monde de physique mathématique qui s'appelle Letter of Mathematical Physics, nous accueille dans son laboratoire et nous nous mettons à prendre des mathématiques. Et ça prend du temps. Parce que quand on se met aux mathématiques, vraiment, alors qu'on a fait pendant des années... Oui, si, on avait quand même des mathématiques, on avait le X, c'est tout. X égale... Bon, mais X égale 0 dans notre cas, parce qu'on était quand même... On est parti de loin. On avait une formation précédente, mais qui était quand même lointaine et qui était effacée par la télévision. Donc du coup, il a fallu tout reprendre, presque à 0. Donc les mathématiques, on s'enfonce dans ce qu'on appelle la théorie des groupes, et puis après la théorie des groupes quantiques, qui raffine encore la théorie des groupes, et puis les algèbres d'opérateurs, et tout ça. Bon, ça prend des années à chaque fois. Si bien que je soutiens ma thèse moi, en mathématiques seulement en 99, donc à l'école polytechnique, face à un jury musclé, comme le sont tous les jurys, un petit peu hostile aux élèves. C'est normal, un jury doit être hostile aux élèves. C'est ce qui fait que l'expression de l'élève peut être finalement féconde ou fertile. Igor, un petit peu plus tard, donc en 2002. Et qu'est-ce que nous retirons de cette longue traversée qui a pris plus de 10 ans 11 ans, en fait. 9 ans pour moi, un petit peu plus pour Igor, mais grosso modo, c'est à peu près 10 ans. Qu'est-ce qu'on en retire? On en retire un début, mais
vraiment un tout début de réponse à la question soulevée par Robert. Finalement, Robert était sur la trajectoire. Hein. C'est comme si on avait, à un moment ou à un autre, je ne dirais pas prévu, mais en tout cas, on savait que ce type de question se poserait. Est-ce qu'il peut exister quelque chose avant le Big Bang? Et c'est bien la question qu'on a posée. Et la réponse que nous avons extraite, alors, je ne donne pas le chemin mathématique qui permet d'accéder à cette réponse, mais malgré tout, le résultat, c'est qu'il existe quelque chose avant le Big Bang. Alors, évidemment, c'est quelque chose d'autre, c'est quelque chose de très différent de ce qu'on peut imaginer. C'est quelque chose qui ne tient ni de la matière qui nous entoure, ni de l'énergie que nous pouvons voir à travers, par exemple, ces photons qui tombent du plafond, qui ne tiennent même plus du temps, d'ailleurs. Le temps que nous avons passé ensemble, ça fait peut-être un peu plus d'une heure que nous sommes ensemble. Ces trois composantes, si on peut dire, de la réalité dans laquelle nous vivons, forment ce qu'on appelle l'espace-temps. Hein, dans cet espace-temps, il y a les trois coordonnées d'espace, il y a du temps, mais le temps, et il faut que vous reteniez ceci parce que c'est vraiment important, c'est une des données fondamentales de toute la physique. Le temps a pour variable conjuguée l'énergie, et l'énergie, c'est la matière. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, sans temps, il n'y a pas d'énergie. Vous faites tous une expérience très simple. Hein. Vous avez tous, à un moment, et nous l'avons tous fait, allumé une bougie, puis nous l'avons vue se consumer. Mais elle se consume dans le temps. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle échange de l'énergie contre du temps. Ou plutôt, elle va libérer de l'énergie dans le temps. Alors, faites une expérience. Si vous restreignez la flamme, vous mettez par exemple un tout petit peu de suif sur la mèche, à ce moment-là, vous allez avoir une bougie qui va brûler plus lentement. Simplement, elle émettra moins d'énergie, moins de lumière. Donc vous voyez qu'il y a une conjugaison. Ça mettra plus de temps, il y aura moins d'énergie. Donc il y a une conjugaison, une espèce de couple entre le temps réel, celui qu'on mesure sur nos montres, et puis l'énergie. Alors, maintenant, ce que nous avons découvert dans nos travaux, c'est que ce couple, eh bien, il est brisé quand on passe le mur de Planck. Et là où je donne raison à Robert, il a raison quand il dit, mais avant le Big Bang, on ne peut pas se poser cette question-là, parce que l'avant n'existe plus, puisque le temps n'existe plus. En effet, c'est là où je lui donne raison, mais c'est là où nous allons tenter de le convaincre, c'est que le temps réel que nous mesurons sur nos montres cesse d'exister avant le Big Bang. Il est remplacé par autre chose, un autre type de temps, un autre genre de temps. Alors lequel? Ben, c'est un temps que les mathématiciens connaissent depuis très longtemps. Les mathématiciens avant les physiciens. Et qu'on appelle le temps imaginaire. C'est un mot un peu mystérieux, le temps imaginaire, parce qu'on a l'impression, au fond, que c'est un temps qui serait issu de l'imagination. Mais Grishka a donné une partie de la réponse quand il dit que ce temps est un temps qui est familier aux mathématiciens. D'ailleurs, il est à ce point familier que c'est l'un des plus grands d'entre eux, Poincaré, qui a été le premier à formaliser, à comprendre la nature profonde de ce fameux temps imaginaire. Alors, on ne va pas dire tout de suite de quoi il est fait, ce temps imaginaire, mais si on vous rappelle que le temps réel, lui, est lié à de l'énergie, il a pour variable conjuguée de l'énergie. La question que vous devez tous vous poser ici, c'est alors, si le temps réel a pour variable conjuguée l'énergie, eh bien alors, quelle est la variable conjuguée du temps imaginaire? Voilà. C'est ça la vraie question. C'est la vraie question, c'est celle qu'on s'est posée dans nos thèses, notamment. Eh bien, la réponse que vous allez pouvoir découvrir, pour ceux qui sont entre vous des ingénieurs, vous pouvez faire des calculs avec ce qu'on appelle les transformés de Fourier, ce sont des instruments mathématiques extraordinaires. Ils vous donneront la réponse. C'est un calcul un peu long, mais on trouve. Et on trouve que la fameuse variable conjuguée du temps imaginaire, ce n'est autre que de l'information. L'information. Alors retenez bien ce mot, on va en reparler de différentes manières. On va considérer le mot information sous divers points de vue. Mais ce que vous devez bien comprendre, c'est que lorsque l'on passe la barrière de Planck, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle le mur de Planck, qui est donc un mur d'énergie 10 puissance 19 gigaélectronvolts. Parce qu'on passe à l'envers, hein, c'est quand on remonte de l'autre côté. On va percer ce mur-là. Eh bien, on va quitter ce que les physiciens appellent la métrique d'espace-temps. Et donc le monde de la matière. Et donc le monde de la matière et du temps ordinaire.
On va quitter cette métrique qui nous est habituelle, celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui, 3 dimensions d'espace, 1 dimension de temps réel, et on va perdre la notion, ou plutôt on va perdre la 4e coordonnée du temps réel de cette métrique, pour la remplacer par une coordonnée de temps qui n'est plus réelle, mais qui devient donc du temps imaginaire. Le temps imaginaire, vous pouvez déjà, par intuition, comprendre qu'il s'agit d'un temps qui ne passe pas. C'est un temps sans durée. C'est un temps qui ne distribue plus les événements du passé vers le futur en passant par le présent. Le curseur, si on peut dire, des événements ne correspond plus à une distribution hiérarchique. Et vous allez comprendre, je vais vous donner un exemple qui vous est familier et qui va vous permettre de comprendre ce que c'est que ce fameux temps imaginaire et pourquoi il est associé à de l'information. Vous avez tous chez vous, évidemment, un lecteur de DVD. Et lorsque vous êtes un petit peu fatigué, comme vous pouvez l'être après avoir écouté cette conférence, eh bien, vous allez à la maison, vous rentrez chez vous, et puis vous décidez de vous détendre devant un bon film. Là, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous saisissez un DVD, vous l'introduisez dans le lecteur, et là, vous appuyez sur Play. Lorsque vous appuyez sur Play, que vous mettez donc le film en route, vous introduisez donc le film dans le monde de l'énergie. Et là, vous êtes dans notre métrique à nous. C'est-à-dire, en fait, vous êtes dans la métrique ordinaire, avec un temps réel qui s'appuie sur de l'énergie pour transformer des événements du passé vers le futur en passant par le présent. Le présent, c'est vous qui êtes devant l'écran en train de regarder le film. Et vous le regardez pendant 1h30. Lorsque vous avez fini le film, vous appuyez sur Eject et vous récupérez votre DVD. À ce moment-là, vous êtes tous d'accord avec moi, il n'est plus dans le monde de l'énergie. Vous l'avez retiré du monde de l'énergie, puisqu'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de rayon laser pour lire le disque DVD. Donc, vous l'avez retiré, vous avez, en fait, le film, vous l'avez dans la main. Mais sous une forme numérique. Mais sous une forme numérique, c'est en fait le film. Il y a... Toute l'histoire est là. Mais elle est là en temps imaginaire. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de futur ni de passé là-dedans. Il n'y a qu'une seule histoire globale, sans hiérarchie entre les événements, sous une forme très simple, qui est de l'information. C'est toute l'information du film qui est là, gravée dans le DVD. Ça, c'est du temps imaginaire, qui ne vit plus dans le monde de l'énergie, mais qui vit dans un temps différent, qu'on appelle le temps imaginaire, c'est-à-dire, en fait, encore une fois, sa variable conjuguée étant de l'information. Donc, vous avez bien compris, la nature profonde du temps imaginaire, c'est de l'information. Et lorsqu'on parle, Gashka et moi, d'une information à l'origine, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Nous disons, il y a une information qui précède le Big Bang. Cette information-là, elle est faite de quoi? Elle est faite d'entités mathématiques, elle est faite de nombres purs, le nombre pi par exemple, le transcendant, elle est faite de grandes constantes qui sont les constantes cosmologiques que tous les physiciens connaissent. Il y a la constante de gravitation, celle de la vitesse de la lumière, et la constante de la structure fine, toutes ces constantes universelles qui règlent d'une certaine manière le scénario cosmique qui fait que 13 milliards et 820 millions d'années après, l'univers est là, nous pouvons l'observer, nous sommes devenus conscients, si on peut dire, nous sommes l'univers lui-même, d'une certaine manière, qui a pris conscience de lui-même, parce qu'il a évolué, parce qu'il est aujourd'hui suffisamment complexe à travers les systèmes biologiques que nous sommes tous, les uns et les autres, pour s'observer, pour prendre conscience de lui-même, pour s'analyser, pour comprendre son histoire et essayer de tenter de comprendre d'où il vient. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces fameuses constantes, les grandes constantes, les nombres purs, toutes ces valeurs numériques se réduisent à de l'information. Oui. Alors pour reprendre un petit peu notre mais il ne faut pas aller beaucoup plus loin, mais enfin on peut imaginer comme une sorte de DVD cosmique qui serait là à l'origine, qui serait avant. Parce que quand vous êtes chez vous, que vous appuyez sur Play, c'est là le Big Bang, c'est là que tout commence. Mais ça veut dire qu'avant le Big Bang, il y avait quoi? Il y a toute l'information qui est gravée sur le DVD. Eh bien, imaginez un petit peu, c'est une métaphore grossière, évidemment, mais elle vous permet de comprendre, d'avoir une intuition de ce qui se passe avant le Big Bang. Imaginez une espèce de DVD cosmique qui contient toutes les grandes lois, toutes les grandes constantes, les constantes universelles, etc., et qui distribue de façon extraordinairement rigoureuse le scénario cosmologique qui fait que les choses se sont déroulées de manière telle qu'aujourd'hui, eh bien, nous sommes ici avec vous,
pour parler de cette histoire. Et prenez un exemple tout simple. Ce soir, là, je vais vous demander, c'est la deuxième expérience. Prenez une feuille de papier, vous tracez aussi précisément que possible un cercle. Si vous n'y arrivez pas, prenez un compas. Parce que c'est pas facile de tracer un cercle comme ça. C'est ce qui a fait d'ailleurs que Poincaré n'est entré que second à l'école polytechnique alors qu'il était premier au concours d'entrée. Il en est sorti second. À cause parce qu'il ne savait pas vraiment bien dessiner, il a fait un cercle qui était de travers. C'est pas facile de faire un cercle. Mais dans un cercle, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le rapport entre la circonférence et le diamètre. C'est tout simple, ça. Les Grecs déjà l'avaient compris et même avaient calculé, parce que ce rapport-là entre la longueur de la circonférence et la longueur du diamètre, c'est un chiffre. Ce chiffre, vous le connaissez. Hein, c'est le nombre pi. Il est sur la barre des nombres réels. Vous prenez les nombres réels qui partent de 0 et qui suivent à l'infini. Ce chiffre, il est juste, enfin ce nombre, il est juste entre 3 et 4. Un point, c'est un point entre 3 et 4. 3, 14, 15, 92, 65, 35, etc. Ça continue comme ça. C'est extraordinaire. Plusieurs choses, 3 choses qui sont extraordinaires dans le nombre pi et que je vais vous demander vraiment d'intérioriser en face de ce cercle, méditer en face de ce cercle. Vous allez voir, c'est un objet de révélation absolument merveilleux. Première révélation, ce nombre, il s'en va à l'infini. Il a même été découvert comme étant transcendant en 1882 par le directeur de thèse du Grand Hilbert, qui est un des mathématiciens les plus célèbres du XXe siècle, du XIXe siècle aussi, parce qu'il était aussi avec un pied dans le siècle passé. Hilbert, Klein, Weil, et puis d'autres, même des physiciens comme Einstein, ont vu quelque chose de très mystérieux dans ce nombre pi. Et vous allez voir la même chose ce soir. Hein, quand vous... Et oui, peut-être même que ce sera peut-être ce que Pascal appelle une illumination. Parce que Pascal, il était philosophe, mais il était aussi un grand mathématicien, et il tirait, comme il le dit, ses illuminations des mathématiques. Pythagore aussi. Eh bien, en face de Archimède, c'est lui qui a donné son nom. Puis, peut-être que certains d'entre vous, parmi les plus âgés, vous avez en moyenne 40 ans, un petit peu moins. Donc vous étiez beaucoup trop jeune pour avoir entendu parler de la constante d'Archimède. Mais la constante d'Archimède, c'est le nom qu'on donnait autrefois, avant que vous soyez nés, qu'on donnait autrefois, dans les années 50, donc avant, bien avant. Donc on donnait le nom de constante d'Archimède. Archimède est celui qui a découvert, alors, bien sûr, vous savez, le principe d'Archimède avec... vous connaissez, au fait? Hein, tout corps. Hein, on en fait l'expérience tous les jours. On en fait moins sous les douches, mais beaucoup dans les baignoires. Donc, Archimède, qui donne ce nom à sa constante, il est ébloui. Alors, la première chose qui doit vous éblouir, c'est le fait que ce nom s'en va à l'infini. À l'infini. Si vous prenez une feuille de papier, par exemple, et que vous écrivez le nombre pi, vous savez combien de décimales aujourd'hui calculées du nombre pi exact? Je vous donne le chiffre parce qu'il est assez vertigineux. Il n'y avait que 707 décimales avant votre naissance, c'est-à-dire avant les années 50. Mais oui, 707, c'est ce qu'on apprenait à l'école, vous savez, les fameuses 707 décimales qui étaient sur le palais de la découverte. Hein, vous faisiez le tour avec une erreur. Avec une erreur. Et c'était calculé sur une formule qui était la formule tout simplement de Euler, hein, qui a été celui qui a... Euler était un des plus grands mathématiciens, il était aveugle pendant 25 ans à la fin de sa vie, et pourtant il a fait des découvertes étonnantes, dont la formule la plus étonnante que je vais vous donner, c'est pour moi la formule la plus belle de toute la science. Avec quand même E égale mc carré que vous connaissez. Alors, ça c'est un troisième devoir que je vous donne. Puis après on en reparlera donc avec le grand pédagogue ici, et qui fera des convocations à Saint-Gabriel. Hein, donc, non. Sérieusement, il y a E égale mc carré. Mais il y a une autre formule qui a été découverte au XVIIIe siècle
par celui qui est considéré comme le plus grand génie des mathématiques, avec un autre génie qui s'appelle Ramanujan, qui lui n'avait jamais appris les mathématiques, jamais, mais qui a été quand même gratifié du titre de docteur de l'université de Cambridge parce qu'il a découvert 5000 théorèmes et que ces 5000 théorèmes n'ont jamais été décrétés comme faux, jamais. Et il n'y a que 2500 de ces théorèmes qui ont pu être démontrés. Et il a fait, lui aussi, ce Ramanujan, une formule. Il a créé, enfin pas créé, il a découvert une formule de pi. Et quand on lui a demandé, mais d'où vient cette formule? Il a dit, ah, c'est un rêve qui me vient de la pensée de Dieu. C'est lui qui l'a dit. Il l'a dit en plus d'Einstein. Donc c'est pour ça qu'on a été vers ce titre qui nous paraît sublime. Ben, je reviens vers cette découverte donc de pi. Et cette découverte de séquences dans les nombres. On voit un 3, puis un 1, puis un 4, et puis 9, etc. Enfin, ça continue comme ça jusqu'à l'infini. Comme je disais, si vous preniez une feuille de papier, vous pourriez écrire toutes les décimales qui ont été déjà écrites. Alors, je disais tout à l'heure, donc je posais la question, combien de décimales ont été, à votre avis, après les 707 ? Milliards, exactement. Plusieurs milliards. 10 000, voilà, c'est un japonais. Et c'est cette année-là, c'est juste en début de cette année, on a franchi le seuil vertigineux de 10 000 milliards de décimales. C'est-à-dire qu'en fait, si on prenait une feuille de papier, et qu'on voulait écrire ces 10 000 milliards, cette feuille de papier ferait déjà la moitié du tour de la Terre sur une feuille de papier. Donc on ne peut pas l'écrire. On sait simplement qu'il est là, il défile sur des écrans. Et si on veut l'écrire comme ça, c'est la moitié déjà du tour de la Terre. Mais si on veut étendre maintenant et qu'on dise, ben voilà, j'en vais l'écrire plus loin. Alors on peut faire une fois le tour de la Terre, 2 fois, 10 fois, 100 fois, mais on peut, c'est pas assez. Il faut aller vers le système solaire si on veut continuer. Mais c'est pas assez, il faut aller vers le tour de la galaxie. C'est pas encore assez. On va continuer, on va comme ça faire le tour de l'univers, et on n'aura jamais écorné qu'une toute petite fraction de ce nombre pi. Il faudrait faire 1 milliard de fois, peut-être 1 milliard de fois, non, une infinité de fois le tour de l'univers pour l'écrire en entier, on n'aurait pas encore écrit. C'est ça, le mystère. Mais, deuxième mystère qui va vous éblouir, quand vous êtes en face de ce nombre infini, un nombre infini, Hilbert, l'élève de celui qui a découvert que pi est transcendant, donc il s'appelait Lindermann, c'est son titre de noblesse, le mathématicien, il était à l'université de Göttingen. Hilbert dit, mais l'infini n'existe pas, ne peut pas exister sur Terre. L'infini, il le dit, appartient à Dieu. Grand mathématicien qui dit ça. Regardez l'émotion que vous éprouvez. Moi, je l'éprouve, je sais que vous l'éprouvez. On est en face d'un nombre dont on doit se demander si ces décimales, ces fameuses décimales, s'égrènent au hasard ou pas. La réponse, vous l'avez. Je vous l'ai donné tout à l'heure. Il existe ce qu'on appelle des algorithmes, c'est-à-dire en fait une formule, des formules, qui permettent de calculer de plus en plus exactement ce nombre, sans que pour autant on ait la formule complète. Attention, parce que c'est un nombre qui va à l'infini. Mais on sait déjà, en calculer, ce qui n'est pas si mal, exactement 10 000 milliards de décimales. Et on ne se trompe pas. D'ailleurs, dans les ordinateurs, on utilise beaucoup la formule du fameux Ramanujan qui disait « mais ça me vient de Dieu ». Donc, à partir de là, la réponse est très simple. Ça veut dire que ce nombre ne se déroule pas au hasard. Et ça frappe certains des mathématiciens et même des physiciens qui se sont interrogés. Ils se disent « oui, d'accord, ce n'est pas au hasard, mais d'où vient, encore une fois, d'où vient ce nombre? Pensez exactement jusqu'à l'infini. Puisqu'en fait, rien n'est laissé au hasard jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. Si j'allais bien au-delà de 10 000 milliards de décimales, je vais à 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards de décimales, il y aura un 3 qui va apparaître. Ce n'est pas au hasard. Il est calculé, ce nombre. Grande question. Par quoi?
Pourquoi un 3 plutôt qu'un 2, plutôt qu'un 7? Et ça nous ramène à la grande question du scénario, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le fameux scénario cosmologique, qui fait que l'univers, depuis 13 milliards et 820 millions d'années d'existence, au moment donc où il apparaît, jusqu'à aujourd'hui, est un univers qui devient de plus en plus complexe et qui obéit à des lois de manière telle que le grand Poincaré lui-même, nous sommes en 1895, quand il dit « L'univers ne peut se dérober aux lois qui le gouvernent, l'univers n'est jamais hors la loi. » Jamais. Et c'est une belle phrase parce que on voit bien que l'univers c'est pas un délinquant cosmologique, si on peut dire. Il est soumis aux lois, il obéit à ces lois, et c'est en obéissant à ce scénario qui lui-même repose sur des structures physiques d'une précision vertigineuse qu'il permet à la vie, entre autres, d'apparaître sur cette planète. Mais évidemment, nous serions bien à mal d'imaginer que nous sommes les seuls. Il y a évidemment, au moment où je parle, des milliards d'autres planètes peuplées par des êtres qui, eux aussi, ont vécu leur aventure de la complexité. Ce qui s'est produit sur Terre, il y a environ 3 milliards 800 millions d'années, évidemment, n'est pas un phénomène isolé, cela s'est reproduit ailleurs. Alors tout cela pour dire que ce scénario cosmologique, qui repose sur un ordre absolument vertigineux, un ordre dont Grishka a donné une illustration à travers un seul petit exemple, qui est un exemple immense en même temps, qui est l'exemple du nombre pi, qui ne se déroule jamais au hasard, a fait dire d'ailleurs à quelqu'un qui est un des plus grands mathématiciens de notre temps et qui est d'ailleurs à l'origine d'une science que vous utilisez tous, et même les mots. Il a été l'auteur, par exemple, du mot RAM dans les ordinateurs que vous utilisez, Random Access Memory. C'est le grand von Neumann, John von Neumann. Von Neumann lui-même a réfléchi sur le nombre pi. C'était en 1940. Et un soir de 1940, là-bas, à Princeton, il écrit sur un petit carnet, après avoir réfléchi longuement sur le hasard. Est-ce qu'on peut réellement reproduire le hasard? Il y passera toute sa nuit, et à la fin, au petit matin, il va tracer sur son carnet ces quelques mots, décidément, 2 points, le hasard est décidé. C'est-à-dire qu'en fait, il voit apparaître des phénomènes qui, comme pi, semblent relever du hasard. Pour autant que l'on se penche sur ces phénomènes, on se dit, ben oui, c'est le hasard qui a produit ça. Eh bien non, parce qu'en réalité, tous les phénomènes qu'il observe sont des phénomènes qui sont associés à ce qu'il appelle du pseudo-hasard. Ça apparaît comme du hasard, mais ce n'est pas du hasard. Et donc, à ce titre-là, il y a quelque chose de plus profond, il y a un ordre, beaucoup plus profond, qui fait que finalement, tout lui semble et lui apparaît, et il l'écrit, décidé. Oui, d'ailleurs, je vous ai tout à l'heure promis une formule que je ne vous ai pas donnée. Et Jean le sait, hein, donc il allait me rappeler alors. Je vous la donne parce que justement, c'est l'image même de l'anti-hasard. Formule donc qui est découverte au XVIIIe siècle, 200 ans avant la formule E égale mc carré, et qui est aussi belle dans le domaine des mathématiques, mais qui va tellement loin. Alors je veux vraiment essayer de la mémoriser, de l'écrire même sur une feuille de papier, puis ce soir de réfléchir quand vous serez en face de votre feuille blanche. Vraiment, c'est très important. Tout le monde doit l'écrire, cette feuille. Enfin, sur cette feuille, doit écrire cette formule. Il y en a qui n'écrivent pas, je vois. Il y aura des interrogations tout à l'heure. Pas par moi, hein, mais c'est... Voilà. Il faut noter, hein. Oui, bien sûr, mais bien sûr. Évidemment. Mais pas par moi, c'est Patrick qui note. Donc, écrivez. Vraiment, c'est très important. Cette formule est considérée comme étant la plus belle, pour la plupart des mathématiciens, c'est la plus belle de toutes les mathématiques. C'est de la même façon, pour certains, la plus belle de toute la science, avec égal mc carré quand même. Et pour exactement comme Feynman a dit qu'elle était inspirée de la main de Dieu, d'autres ont dit,
elle est inspirée, enfin, elle est écrite de la main de Dieu pour la constante de structure fine. D'autres ont dit de cette formule qu'elle est directement inspirée par Dieu. En effet, Euler, alors qui est Euler? C'est, comme je l'ai dit, un immense mathématicien. Il est le découvreur notamment de la toute première formule, avec d'ailleurs son contemporain Leibniz, du calcul de pi, des formules magnifiques. Il faut que vous allez sur Wikipédia, vous verrez, vous trouverez tous ces linéaments de l'histoire des sciences, et des mathématiques en particulier, par rapport à pi. Et alors, en fait, il finit par découvrir une formule incroyablement simple qui a mis les plus grands de ce monde, notamment Catherine de Russie, qui a invité Euler pour en parler, mais aussi tous les souverains de l'Europe à cette époque, perplexes devant cette formule, venue de Dieu, comme on le disait. Alors écoutez et puis écrivez. Vous allez écrire E, un petit E, puis vous allez écrire en puissance, vous savez, comme au carré, hein, vous allez écrire en puissance I multiplié par pi. Donc, ça s'écrit, ça se lit exponentielle de IPi, en fait. Donc, E, c'est quoi? C'est la constante de l'air. C'est un nombre, lui aussi, qui va à l'infini. Ah, très extraordinaire, quand même, un nombre qui va à l'infini. I, et puis il y a encore un autre nombre qui va à l'infini. Ces deux nombres-là, l'un est en puissance, l'autre est en bas, plus 1, le plus simple de tous les nombres, égale quoi? Eh bien, comme je disais tout à l'heure, j'ai presque donné la formule, hein, avec x égale 0. Bien, égale 0. C'est pas extraordinaire? C'est pas étonnant, merveilleux? Eh oui. Oui. Regardez sur Wikipédia ce soir, après avoir fait votre devoir, E puissance pi plus 1 égale 0, et vous verrez, elle est décrétée comme étant la plus belle formule de toute la science, en tout cas de toutes les mathématiques. Oui, parce qu'en fait, elle évoque d'ailleurs un joli titre que nous devons à Kastler, c'est le zéro et l'infini. Ça veut dire que le zéro contient l'infini. Oui. C'est bien alors, ça. En plus, vous avez la réunion dans une seule formule des 5 grandes constantes sur lesquelles repose l'univers. E, évidemment, c'est la base de l'exponentielle, c'est la base de ce qu'on pourrait appeler l'expansion. Hein, E, c'est l'expansion quelque part de l'univers. E. I, on en parlait tout à l'heure, I, c'est l'imaginaire, les nombres imaginaires qui sont à l'origine de tout, puisque la singularité initiale de l'espace-temps, vous savez, cette singularité qui représente le point zéro de l'espace-temps, elle vit dans I, c'est-à-dire en fait dans le monde imaginaire, dans ce qu'on appelle les nombres imaginaires. Elle ne peut exister que en temps imaginaire. Donc I est là, donc il représente en quelque sorte le symbole de la singularité. Pi, on l'a vu tout à l'heure, qui apparaît très tôt dans l'histoire de l'univers, bien avant le Big Bang. C'est le témoin de l'avant Big Bang. Et il va à l'infini, avec toutes ses propriétés, il n'est pas au hasard. Plus 1, qui est la base. Et vous allez voir à quel point, puisque nous allons égaliser avec 0, et que 1 et 0 sont à la base, aujourd'hui, de ce qu'on appelle la base binaire. Et cette base binaire, c'est celle qui permet aujourd'hui à des outils merveilleux comme celui-ci d'exister. Sans les 0 et les 1, ni ordinateur, ni tout ce que nous avons ici, avec ces milliers de livres dans cette... enfin, c'est même dizaines de milliers. Oui, c'est 64 000. 64 000 livres, quand même, là, dans... Ça veut dire, en fait, que j'ai 64 gigas. J'ai pris le modèle le plus élevé, parce que je voulais avoir le plus de livres possible. Mais, voilà. Nous avons, en fait, les 5 constantes plus importantes qui sont réunies dans une seule formule, et qui ont fait que Euler est considéré aujourd'hui comme le découvreur de la plus belle, de la plus harmonieuse, et en même temps de la plus spirituelle, comme on l'a dit souvent, des formules des mathématiques. En plus, cette démonstration qui, si vous, parmi les mathématiciens, il y en a certainement d'entre vous, comme Patrick, pour refaire la démonstration qui permet d'aboutir à cette formule étonnante. Alors, pour conclure, parce que l'heure est... Nous vivons dans le temps réel, pas dans le temps imaginaire. Hélas. Et donc, mais si, il y a un peu de temps imaginaire quand même, parce que vous avez acquis de l'information pendant notre rencontre. Et donc, pour conclure, nous pouvons donc risquer une métaphore qui est très simple.
J'ai parlé tout à l'heure de ce fameux DVD cosmique qui serait quelque part à l'origine de tout ce qui est. Un DVD cosmique qui est fait de quoi? Qui est fait en réalité, qui est d'essence mathématique. Hein, c'est une pensée mathématique. Ce qui faisait dire d'ailleurs à Dirac, Dieu est peut-être le plus grand mathématicien. Oui, parce que Galilée, avant lui, avait dit « la nature est écrite en langage mathématique ». Et puis d'autres, comme par exemple Weil, qui dit il existe au sein même de la nature une harmonie cachée qui se reflète dans notre esprit sous la forme de lois mathématiques pures. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire de penser cela. Ah, il y a autre chose. Einstein, dont on a parlé souvent. En 1936, Einstein est abordé par un jeune enfant de 10 ans qui lui demande, au sortir de ces amphithéâtres, « Maître, est-ce que vous croyez en Dieu ?» Alors Einstein lui dit « Mais je ne te réponds pas tout de suite. Donne-moi ton adresse et je vais t'envoyer une lettre dans quelques jours. » Et quelques jours plus tard, l'enfant reçoit donc une feuille avec cette merveilleuse écriture d'Einstein, très lisible, très belle, et avec sa signature, bien entendu, et cette formule que nous avons appris par cœur et que vous allez donc apprendre par cœur ce soir, c'est le 4e devoir. Donc, cette formule a fait le tour du monde, et depuis 1936, on peut se la répéter, au moins dans certains secteurs de la pensée. Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront par comprendre un jour qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers. Un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. Quand même. Merveilleux. C'est extraordinaire. Et pour finir, au-delà d'Einstein, ou à travers Einstein, ou grâce à Einstein, qui a parlé dans sa fameuse théorie de la relativité générale du cône de lumière, mais il a parlé aussi de l'ailleurs. L'ailleurs, c'est quoi? C'est ce qui est situé hors de notre espace-temps. Le nombre pi, il est dans l'ailleurs. Il est hors de notre espace-temps. Ailleurs. Les grandes constantes, elles sont dans l'ailleurs. Ailleurs. Elles sont hors de l'espace-temps. Grishka a fait une expérience très simple tout à l'heure en vous disant que tous les atomes ou les noyaux d'atomes d'hydrogène ont été fabriqués pendant les premières 60 secondes d'existence de l'univers, lorsque le four cosmique était suffisamment chaud. Je vais faire une autre expérience qui est très simple. C'est que je vais pas aller très haut, je lâche la bouteille à 5 cm de la table. La prédiction, qui est une prédiction scientifique, c'est que la bouteille va tomber. Pourquoi? Parce qu'elle obéit, et là on retrouve Poincaré, lorsqu'il dit que l'univers n'est jamais hors la loi. Cette bouteille obéit aux propriétés de l'univers, et en particulier à la loi de la gravitation, qui fait qu'elle va tomber sur la table. Mais cette loi, elle était déjà là avant le Big Bang, avant même que le monde de l'énergie ne s'empare, si on peut dire, de l'évolution et fasse qu'aujourd'hui, nous sommes là pour parler ensemble. Et c'est pour ça qu'un grand physicien, mathématicien, astronome, il s'appelait James Jeans, américain, a dit, il s'est converti. En fait, au départ, il était complètement, vraiment rebelle à tout ce qui pouvait passer par la religion, et il s'est converti, et à la fin de cette conversion, au terme de cette conversion, il décrète, et c'est une phrase célèbre de lui, « L'univers n'est pas, contrairement à ce que je pensais, une grande machine, mais c'est une vaste pensée. » Oui, c'est... Donner le substrat profond des choses. Et alors, pour conclure, je ne résiste pas quand même à vous donner encore un petit devoir. Enfin, c'est un devoir pour vous amuser, cette fois. Pour vous détendre. Pour vous détendre. Je vais vous parler de quelqu'un, on va terminer là-dessus, parce que c'est très important, et ça, je rends hommage d'ailleurs à Jean, parce que tout à l'heure, il a cité ce grand personnage, qui est donc Gödel. Et grâce à lui, je vais terminer cette conversation entre nous, qui est malheureusement un peu un sens unique, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. En fait, Gödel, qui est-ce? C'est un personnage qui a vécu dans le début, qui a commencé sa trajectoire de scientifique dans le début des années 30. Imaginez qu'un jeune garçon de 24 ans, c'était à peu près, grosso modo, hein,
à peu de choses près. À 24 ans, donc il est temps, hein, vous pouvez y aller. 24 ans, il publie, dans la plus grande revue de mathématiques de l'époque, un théorème qui s'appelle le théorème d'incomplétude et qui aujourd'hui porte son nom. On l'appelle le théorème de Gödel. Gödel est considéré comme le plus grand logicien depuis Aristote. Eh bien, Gödel, qu'est-ce qu'il démontre dans ce théorème? Quelque chose d'incroyablement puissant. Quelque chose qui va structurer, je l'espère pour vous, hein, je l'espère, votre vision du monde à partir du moment où vous allez avoir la traduction simple de ce théorème. Mais son énoncé est fidèle, vous allez voir. Il dit ceci. Il dit « Tout système logique est nécessairement incomplet. Tout système logique est nécessairement incomplet. » Ça veut dire que la cause qui a engendré ce système se trouve à l'extérieur de lui. Et, autre conséquence de son théorème, cette cause est nécessairement, puisqu'elle est à l'extérieur de lui, différente de lui. Alors, rapprochons cela à l'univers. On s'est amusé avec Igor à appliquer ce théorème de Gödel à l'univers. On l'a fait dans la pensée de Dieu. Qu'est-ce qui en résulte? L'univers est incontestablement un système logique. Incontestablement. Sauf quand on dit parfois des bêtises, ça arrive. Grosso modo, si on ne s'identifie pas à l'univers, on est dans un système qui est logique. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait dire à John Stone, à travers un livre que je vous recommande, qui s'appelle « L'univers a-t-il un sens ?», que précisément, il répondra à la question, à travers 1000 portes d'entrée. L'univers a un sens. Et s'il a un sens, c'est donc un système logique. Oui. Et s'il est logique, alors il est nécessairement incomplet, et sa cause se trouve à l'extérieur de lui. C'est tout simple. Et puisque l'univers est matériel et temporel, alors sa cause est nécessairement immatérielle et atemporelle. Einstein était pétrifié d'admiration devant Gödel. Ils se sont côtoyés pendant plus de 25 ans, donc à l'université de Princeton, puisque Gödel a été chassé par le pouvoir nazi, donc dès les années 30, ça commençait à faire moins bon vivre en Allemagne. Au départ, il était en Autriche, puis en Allemagne. Il a été chassé. Il est allé donc rejoindre Einstein, qui lui avait pris les devants dès 1931, et ils se sont retrouvés donc là-bas, à Princeton, en Amérique. Et pendant longtemps, ils ont voyagé ensemble tous les jours dans le grand parc de Princeton, l'université de Princeton, que tu connais sûrement. Et là, Einstein a dit, mais c'est comme si il y avait là, dans ce théorème, la preuve de l'existence de celui qu'il appelait le vieux. Vous savez, c'était la façon dont il appelait le créateur. C'est comme une preuve. Et ça a donné d'ailleurs une idée à Gödel, idée que tu connais sûrement, qui en fait n'est pas très connue dans son travail, parce qu'elle fait partie des choses qui ne sont pas répétées. Mais Gödel s'est intéressé tout d'un coup, il s'est dit, c'est vrai, ça touche quelque part à la preuve ontologique. Alors quand on vous dit preuve ontologique, on vous renvoie à un philosophe qui s'appelle Saint Anselme, et il s'est dit, tiens, c'est drôle, si je reprenais les arguments de Saint Anselme d'un point de vue de la logique pure. C'est ce qu'il a fait. Alors il y a tout un tracé mathématique, au terme duquel les logiciens disent, eh oui, c'est imparable, c'est comme s'il avait démontré l'existence d'une cause transcendante à l'univers. Alors, on ne va pas l'appeler Dieu. Mais ne boudons pas la conclusion qui s'impose. Quand on fait de la science, on doit remonter la chaîne causale. Et, comme le disait le grand Hilbert, cette régression vers la cause n'est jamais infinie. Il l'a démontré. Il n'y a pas de régression infinie en mathématiques. Toujours une cause qui représente le fameux zéro de l'équation de l'air. Parce qu'on peut inverser l'équation de l'air et dire 0 égale 1 plus exponentielle de pi. Donc on est à un moment où, quand on a touché ce monde de la cause, on sort évidemment de l'univers initial dans lequel on cherche la cause, on l'aperçoit, on ne la touche pas du doigt directement, mais on l'aperçoit. On en perçoit son reflet. Platon, lorsqu'il nous parle du reflet de la réalité, nous dit quelque chose de ce genre-là.
Quand il nous dit, Platon, que le temps, c'est l'image mobile de l'éternité immobile. Quelle belle phrase. Il nous dit la même chose. Il nous parle du temps imaginaire, c'est le temps immobile, l'éternité immobile. Et quand nous sommes, Igor et moi, en face de ces équations qui nous montrent un chemin, nous savons qu'on est très 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 loin du but. Mais nous savons aussi que derrière la frontière qui nous est dessinée, il y a quelque chose ou quelqu'un, comme le disait un physicien, je vais terminer comme ça, disait, c'est quelqu'un, un physicien français qui plus est, a dit, quand j'observe les grandes constantes de l'univers, je ne peux pas m'empêcher de penser que derrière ces grandes constantes, il y a quelque chose, quelqu'un de très, 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 très intelligent. Il le dit 4 fois. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour vers ce quelque chose de très, 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 très intelligent. Pas question de le connaître, mais la grande question qu'il suscite et qu'il nous impose à chaque instant, que ce soit avec le nombre pi, que ce soit à travers la constante de structure fine, que ce soit simplement à travers ce qu'on appelle le miracle de l'existence. Pourquoi est-il quelque chose plutôt que rien? Se poser ces questions-là, c'est déjà avoir en reflet nombre de réponses. Quelques questions.